C'était un dimanche. Pierre s'en souvient très bien. Il s'était engueulé avec Bastien et les propos désobligeants que celui-ci avait tenus sur sa copine qui venait de le quitter l'avaient profondément blessé. Il dira plus tard « Je n'ai rien remarqué de bizarre, ni effraction, ni mauvaise onde. » Et pourtant, à peine son verre rempli, petite bite. Tout commença. Il a une petite bite et elle ne se dresse pas souvent. Ça ne venait pas de la radio. Pierre était sidéré. Une femme lui avait parlé, il l'avait distinctement entendu. Petite bite. Pierre se dit que quelque chose lui échappait. Mais quoi ? Pierre n'est pas une exception. Depuis l'aube des temps jusqu'à aujourd'hui, des hommes, des femmes, des enfants aussi, entendent des voix alors qu'ils sont seuls et que personne ne semble leur parler. On pense à Jeanne d'Arc, bien sûr, mais on ignore le plus souvent ce qui est au cœur de cette expérience, car ceux qui la vivent, même si fort heureusement ils ne finissent pas tous sur le bûcher, hésitent à en rendre compte, sachant qu'ils risquent d'être moqués, voire maltraités. C'est pourquoi d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux, à travers toute la France, ont décidé depuis quelques années de se réunir et de parler de leur foi. Bonjour, bonjour. Ils ne portent pas tous le même regard sur ce qui leur arrive, mais tous ont le désir de partager leur expérience sans préjugés, sans a priori. Maintenant, j'en ai fait secret pendant de longues années, et là, je le dévoile. Parce que pour moi, c'est pas tabou. C'est pas tabou parce qu'il y a plus de monde qu'on croit qui entend des voix. Je pense. Et qu'ils le disent pas. Moi, je dirais, comme je t'avais dit tout à l'heure, elles sont devenues des compagnons de route, en fait. Dans ma journée, je me sens pas seul, si tu veux. Tu vois. Donc elles sont même utiles, alors. Oui, exactement. Ouais. Donc, je discute avec elles, quoi. De manière sympathique. Ça fait plus de 10 ans que j'en ai pratiquement pas entendu, en fait. Tout ce qui m'a aidé, quoi, c'est sociabilisation, avoir des buts dans la vie, avoir une vie sociale, vivre, quoi. Et du coup, bah ouais, vivre, et du coup, les voix ont disparu, en fait. Elles sont parties comme elles sont arrivées. Les voix, j'en ai fait une force, mais mes voix, elles sont pas plus sympathiques qu'avant. C'est-à-dire que si je les écoute pour être correct et me limiter aux trucs les plus simples, je suis un enculé, un bâtard, et ça, c'est les mots gentils, tu vois. Après, et presque toutes mes voix ont le même genre de vocabulaire, quasiment toutes. Mais après, je les reconnais, j'arrive à les distinguer, et je sais quelle voix vient à quel moment. Et du coup, quand je me mets trop de pression dans le boulot ou dans mon militantisme ou n'importe quoi, je me dis, putain Vincent, là tu dois te mettre une pression énorme en ce moment-là, et calme-toi un peu, c'est bon, c'est pas la fin du monde, fais ce que tu as envie de faire et fais-le comme tu as envie de le faire, et puis tu verras bien. Tu vois, ça me permet de relativiser. Et du coup, moi, il y a plein d'endroits où... alors c'est vrai que j'entends plus autant de voix qu'avant. Avant, ma vie, c'était 80% de ma vie, j'entendais les voix, les 20% qui me restaient, je pensais qu'à ça. Donc j'étais enfermé 20%, tu vois. Les voix, elles ont plus de pouvoir sur moi. Tu vois, sans qu'ils s'y attendent. De l'île où il habite, Vincent préside le REV, le réseau français sur l'entente de voix. Dans les nombreuses réunions qu'il organise, sa propre expérience lui sert de boussole et donne à ses interventions une force et une valeur à nul autre égal. Moi, j'étais un ado, voilà, j'avais 15-16 ans. J'avais un ami qui s'appelait Alexandre, avec qui je devais normalement avoir ma première relation sexuelle. Donc j'avais tout prévu dans ma tête, je suppose que lui aussi. En tout cas, c'était prévu pour le soir. Moi, je m'étais fait un film de qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais mettre mes mains, ce que je vais faire. Enfin, voilà, j'avais un peu fantasmé ça. Et j'étais dans un parc
avec lui, mais aussi d'autres amis. Et là, j'entends sa voix, j'entends lui, mais qui m'insulte de tous les noms, mais vraiment avec une force et une méchanceté incroyables. Et j'ai, du tac au tac, répondu avec la même virulence que ses propos. Et là, je vois l'intégralité de mes amis qui se retournent vers moi et me disent « Mais Vincent, qu'est-ce qu'il prend? Pourquoi tu lui parles comme ça? Il t'a rien fait. » Et j'avais été tellement agressif, mais à la hauteur de ce que j'avais subi avec lui, que la conversation a eu du mal à reprendre entre mes amis. Et à un moment, alors que la conversation commençait à reprendre entre eux, j'entends à nouveau mon ami qui m'insulte de tous les noms. Un détail près, c'est que là, j'arrêtais pas de l'observer, et j'ai vu que ses lèvres ne bougeaient absolument pas. Et c'est là où la peur est arrivée, avec les propres représentations que j'avais sur ce qui se passait, où je me dis, mais je suis fou ou quoi. Et c'est ça où ça a été terrible. Parce que déjà à l'époque, je me dis, mais si j'en parle, les gens vont penser ça de moi. Et du coup, je suis resté dans un mutisme. Donc à ce moment-là, vous avez entendu la voix du garçon avec qui vous souhaitiez avoir une relation sexuelle, d'autres voix qui étaient d'autres voix d'hommes? Qui étaient des voix d'hommes ou de femmes que je ne sais pas identifier. Alors étonnamment, la voix d'Alexandre a très très vite disparu. J'en ai même oublié presque que je l'avais eue au début. Voilà, pour avoir des tas de voix. Mais la majorité du temps, j'essayais en tout cas de cacher au maximum, de peur des conséquences. C'est-à-dire que j'avais pas, là où j'aurais voulu avoir un allié, et ben j'en ai pas trouvé, parce que ça devenait presque un sujet tabou. Et beaucoup d'entre nous ont fait le jeu. Il y a des choses qu'on va dire, parce que voilà, on veut obtenir ceci ou cela, puis des choses qu'on va apprendre à taire. Contrairement à Vincent et aux entendeurs qui se réfugient dans le silence, Camille, elle, a choisi de parler très vite avec Benoît, l'homme qui allait devenir son compagnon, et de ne rien cacher de ses voix à tous les membres de sa future belle famille. Habitant désormais au milieu des vignes, où le père de Benoît possède un domaine, Camille a aujourd'hui le sentiment d'être dans un environnement protecteur. Quand j'ai rencontré Benoît, je lui ai expliqué que voilà, j'étais pas du tout dans mon assiette, il y avait ces voix qui me disaient des choses méchantes. Alors, on a beaucoup parlé. Et après, quand j'ai rencontré son père, sa mère, on en a tout de suite parlé. C'était vraiment pas tabou. Et du coup, aujourd'hui, je dirais que j'ai la chance de les connaître parce que le fait de donner un coup de main au domaine, que ce soit dans les vignes, au bureau, ou pour faire m'occuper du site internet, de la page Facebook et tout, c'est des choses où ça me fait du bien de travailler, ça me stabilise en fait. J'ai beaucoup d'hallucinations visuelles, j'ai beaucoup d'hallucinations auditives aussi. Depuis que j'ai 21 ans, là, je vais en avoir 26 et en fait, ça s'est jamais vraiment arrêté. T'as un sac pour moi ? Et à quel moment vous situez le début de vos difficultés? C'est quand j'avais 15 ans. Ça se passait pas très bien à la maison. J'avais une rupture amoureuse. Enfin, plein de choses comme ça. Et j'ai fait une tentative de suicide. Et en fait, il y a un homme qui est arrivé. Il avait un jean, une veste en daim, des baskets. Et qui s'est moqué de moi parce que je voulais sauter d'un pont et mourir, quoi. Et il est venu, il m'a dit « Oui, tu vas quand même pas sauter et tout ». Et du coup, il m'a distrait et je l'ai suivi et là, il a disparu. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une vraie personne. C'était pas normal quand je suis en situation de crise, qu'il apparaisse comme ça. C'est vrai que ça m'a sauvé la vie. Moi, j'ai un peu de mal à me rendre compte de si ça vient des oreilles ou si c'est dans la tête. Je pense que ça vient des oreilles, ça rentre dans la tête.
Et ça martèle, et ça martèle, et ça martèle. Et du coup, sur le moment, je me dis, c'est quelqu'un qui est à côté de moi en train de me parler. Ou combien de fois, par exemple, je suis dans mon lit et ma porte de ma chambre est fermée et j'entends des gens qui discutent dans mon salon. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une voix d'homme. Et pas plus tard qu'hier, c'était des voix qui me disaient « Suicide-toi, suicide-toi, prends un couteau, fais-toi du mal, faut que tu vois du sang, du sang, du sang, du sang ». C'est comme si j'étais possédée et que du coup, il y avait mon démon qui me poussait à faire des choses qui pourraient me faire mourir ou du moins me blesser. Quand elles sont là, j'arrive pas à me dire que c'est pas vrai. C'est quand ça s'arrête en fait que je me dis que c'est une hallucination. Je serais toujours différente. Mais d'un côté, il y a une partie de moi qui a peur de tout ça, de toutes ces voix et tout. Et d'un côté, il y a une partie de moi qui en est très fière. Parce que du coup, je me dis que je suis courageuse, que j'arrive à surmonter toutes ces insultes, ces ordres qu'on me donne. Quand elle est avec moi, il n'y a aucun risque. Et justement, le fait que je lui ai toujours dit depuis qu'on est ensemble, dès que tu vois quelque chose, dès qu'il se passe quoi que ce soit dans ta tête, tu me le dis. Et du coup, c'est pas évident de trouver un bon équilibre. Donc moi, j'essaie d'être au maximum à ses côtés, ou qu'elle soit à mes côtés quasiment au quotidien. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu, mais je ne peux pas la laisser seule quand ça va pas. Puis de toute façon, quand il peut pas, son père il est là. Donc il y a souvent quelqu'un pour moi, quoi. Et au moins quand elle est dans les vignes, vous voyez, là, faut être attentif, faut passer les brins, faut regarder les pieds. Et du coup, ça lui change les idées, ça lui empêche d'entendre ces fameuses voix. Pour moi, il est un peu comme un calmant. Et du coup, il m'apaise et il sait trouver les bons mots quand je suis pas bien et que j'entends des voix, que je fais que de pleurer et que je suis pas bien. Et ben, il arrive à trouver les bons mots pour me consoler et me dire que non, tout ça c'est dans ma tête, c'est mon inconscient qui le crée. Et il essaie de me faire revenir à la réalité. Et puis un jour, on a fait de la plongée, on avait vu des beaux poissons. Et il me dit à chaque fois, souviens-toi de la plongée et regarde les beaux poissons. Je crois que j'ai eu un coup de bol de tomber amoureuse de mon chéri. Le choix qu'a fait Camille de parler de ce qu'elle endurait, sans considérer qu'il y avait là un tabou, d'autres entendeurs l'ont fait, notamment parce qu'ils pensaient à raison pouvoir s'appuyer sur leurs proches. Mais, hélas, ne pas dissimuler ces tourments ne suffit pas à rendre moins étrange l'univers dans lequel on bascule quand on entend des voix. J'aime pas du tout ce qui tourne. Mais y a quoi ça? Un étrange univers. C'est d'ailleurs sous ce titre que Julie, prenant le pseudonyme de Sophie Chrysen, l'anagramme de schizophrénie, a publié un livre sur son expérience. Ce dont elle souffrait est difficilement croyable. Elle était persécutée, non pas par une, deux ou trois voix, mais par des dizaines, voire des centaines d'hallucinations auditives. Et ses parents, pourtant proches de leurs enfants et soucieux de bien faire, mais nullement préparés à vivre un tel cataclysme, n'en furent pas moins déboussolés. Donc Julie est la seconde d'une fratrie de 3. Étonnamment, ça a été la plus facile de mes 3 enfants. Elle était brillante,
intelligente, sans problème particulier, joyeuse. C'était bon, elle était un peu rebelle, mais moi j'ai du caractère, donc ça me déplaisait pas que ma fille en ait aussi. À mon avis, rien ne laissait présager qu'arrivée à 18 ans, elle se retrouverait en enfer. Je n'ai rien vu venir. Et en réfléchissant, effectivement, à un moment donné, elle m'a dit, je suis elle habitait un studio de location pour ses études à Nice, et j'ai entendu des choses, j'ai entendu des voix, etc. Alors j'ai dit, écoute, t'inquiète pas, c'est certainement, ça passe par les conduits comme c'était en copropriété, par les conduits d'aération, etc. Donc tu n'as pas lieu de t'inquiéter. Voilà, pas plus. Mais jusqu'au jour où on a eu cet incident, alors qu'on était en train de réunir des amis autour d'une inauguration qu'on faisait. On était peut-être une vingtaine ou une trentaine dans un petit appartement. Et là, j'ai eu la révélation qu'il se passait quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce chien? Attention, c'est chaud, hein. Je sais pas, ça devait être l'inauguration de la pendaison de crémaillère de l'appartement de ma sœur ou je sais pas quoi. Et déjà toute la journée à la maison, parce que quand on reçoit des invités à la maison, on cuisine, on prépare. Toute la journée, ils étaient agités. Clang, cling, cling, les casseroles, le feu, et blang, les trucs dans le four vite, le mixeur. C'est comme ça, c'est agité, c'est agité, c'est agité. Pour être sociable, je sais pas, je bois un verre avec eux, bonjour, je salue tout le monde, je dis un mot à tout le monde, mais c'est un enfer en fait. Et d'un coup, ça a tourné vinaigre. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il s'est passé que elle est devenue un peu violente, en colère, incohérente, etc. Et on sentait que il y avait quelque chose d'anormal et quelque chose qui ne fonctionnait pas normalement parce que tous les gens qui étaient là étaient des amis de longue date qu'elle connaissait, etc. Ouais. J'ai dû réussir à dormir cette nuit-là, malgré une soirée très rocambolesque. Et le repas familial du midi, tout est bizarrement normal. Pour une fois. Et tout le monde jouait un rôle, tout le monde jouait le rôle de faites comme si tout était normal. Et en fait, à la fin du repas, ils m'ont proposé d'aller me promener. Mais moi, je suis plaisir, j'y vais, quoi. Et donc, voilà, et on part en voiture, et on va pas se promener, ils m'amènent à l'hôpital, quoi. Mais même jusque devant les urgences, j'ai toujours pas l'impression que c'est pour moi, quoi. Je ne pense pas qu'on soit préparé à ce genre de choses et ça fait un choc énorme, oui. Tout est bouleversé, on est désarmé. Et s'adresser à qui, comment le médecin de famille nous a dit mais ça c'est du ressort de l'hôpital et on en reste là, je veux dire, je n'ai aucune idée de savoir si ça nécessitait une hospitalisation ou une simple visite ou un traitement, etc. Ils ont dit on va l'hospitaliser. Que faire ? Tout de suite, j'ai reçu une piqûre. Et puis, ils m'ont parachuté dans les services psychiatrie. Ils m'ont mis un plateau repas sous les yeux. J'ai compris que mes parents et mon frère et ma sœur n'allaient pas dîner avec moi. Et puis, blackout, quoi. Parce que c'est puissant ce qu'ils vous mettent dans les veines. Donc, au bout d'un moment, malgré tout, vous rendez les armes. Je suis arrivée ici, j'étais en crise complètement terrorisée par quelque chose qui à la fois venait de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, l'extérieur, il devient très très agressant. Le bruit, oui, je sais pas si on entend le bruit, moi je l'entends, la porte des urgences, là, clac clac. Ça, c'est le bruit de la porte des urgences, mais ça pourrait être aussi bien le bruit d'une machine qui broie un cadavre, et ça pourrait se transformer
un truc du style je vais te croquer moi aussi, un truc. En fait, c'est comme si on brodait sur le vrai son. C'est de ce son-là, il y aurait une voix off qui se grefferait et je sais pas, comme Freddy Krueger qui dirait « Je vais t'attraper ». Ça fait ça, en fait. Chaque voiture, la dame qui passe, là, elle a une voix claire, elle a une voix de femme limpide. Là, elle a fait un son qui faisait « Wah, wah ». Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme parole sur « voix, voix » ? Mais une parole méchante, une parole de film d'horreur. Si j'étais un peu plus slameuse, je vous ferais un truc, mais... Tu vas voir, je vais t'avoir. Voilà. Tu vas voir, je vais t'avoir. Ça fait ça à l'intérieur. Alors, elle a juste dit un truc qui ressemble à voix, voix de loin. Tu vas voir, je vais t'avoir. Ça donne ça. Donc c'est chaque bruit qui pouvait... Ah, le corbeau, là, t'as entendu? Je sais pas si c'est un corbeau, parce que je suis pas non plus ornithologue. Mais enfin, c'est un oiseau. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas belle! La moto. Tout ça. Et donc c'est... Pip, pip! Je te l'avais dit! Qu'on la reverrait! Les oiseaux. Ça, c'est signe qu'on est sur écoute. T'entends? Le bip, là. Pip, 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 pip. Ça, c'est clair que mon téléphone, il est sur écoute. Tu l'entends? Pou, 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 pou. On est tous là, on t'entend, on t'écoute. Les hiboux. C'est ça, hein, c'est infernal. Ils sont encore là. Et ça s'arrête jamais. Tout, tout, tout. La méchante, la méchante. Donc bon, va vivre avec ça sans arrêt. C'est ça moi que je ressentais en fait. Je sais pas toujours d'où viennent les voix. Moi, je sais qu'elles existent, elles sont réelles. Pour moi, c'est pas une création du cerveau. En tout cas, je sais qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose émotionnellement, il y a des portes qui s'ouvrent et c'est là où les voix ou d'autres phénomènes, parce qu'on parle des voix, mais il y a aussi ce qu'on peut voir, ou ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ressentir et tout. Enfin, il y a plein d'autres trucs. Et moi, le choix que j'ai fait dans les groupes à un moment, c'est de me dire, mais est-ce que je travaille sur ces émotions pour essayer de fermer les portes ou pas, ou les laisser entrouvertes? Et parce que j'avais qu'un seul but, c'était de fermer pour plus vivre avec. Bah, le problème, c'est quand on entend des voix, c'est qu'on se renferme, on se replie sur soi-même. On parle plus aux autres. On n'a plus de vie sociale. Et on est déconnecté de la réalité émotionnelle avec les autres. Alors moi, les voix que j'entendais étaient clairement la même voix que quand je discute avec vous. Voilà. Je pouvais même dire de où la personne me parlait, si elle me parlait de derrière, si elle me parlait de devant, de plus haut, de plus bas. Voilà, je savais exactement dire où elle était placée dans la pièce. Voilà, c'était vraiment très précis. J'ai des amis, certes, qui l'entendent dans le ventre, ou c'est directement dans la tête. Ou, voilà, il y a plein de formes. Hein, faut pas résumer l'entente de voix en étant c'est ça et rien d'autre. Voilà, ça serait très réducteur. Alors au début, moi j'ai tout essayé. Hein, alors, mettre la télé à fond, mettre la musique à fond, courir, s'y refuir. Voilà, en me disant je vais aller plus vite qu'elle. Mais le problème, c'est que rien ne fonctionnait. Voilà. Seule la musique me mettait un peu de temps en temps de distance par rapport à elle, parce que ça couvrait un peu leur voix. Voilà, mais ça marchait par moments, puis à des moments, ça marchait plus du tout. Je n'entendais même plus la musique parce que les voix prenaient le dessus. Et peu importe si je montais le son, les voix montaient au-dessus du son. Voilà. Est-ce que ces voix étaient toutes négatives? Alors moi, je n'ai aucun souvenir, pour moi en tout cas, de voix qui étaient positives. Voilà. Moi, les voix ont toujours été agressives, méchantes, à me rabaisser. Voilà. J'ai aucun souvenir d'une voix qui m'a dit un jour quelque chose de gentil, ou en tout cas, si elle l'a dit, c'est pour bien m'entasser très rapidement après.
Ce qui fait que le logiciel, on l'entend même plus, parce que il y a très vite une manipulation des voix qui est capable de dire hein, t'as vu, t'es bien, et puis après me dire mais tu y es cru, franchement, tu te rends pas compte que t'es ça ou ça parce qu'à un moment où on perd l'estime de soi et on finit par penser qu'on est rien, qu'on est de la merde. Enfin, je m'excuse du terme, mais c'est vraiment ça. Les voix vous le disent, elles en rajoutent un petit peu plus. Et la fois d'après, quand elles vous disent mais t'es une merde avec tout ce qu'elles ont rajouté après, vous avez déjà pris ça comme étant une vérité. À un moment, j'étais arrivé à penser que mes voix me connaissaient mieux que moi-même je me connaissais. Et je finissais par croire que tout ce qu'elles me disaient était vérité. Et du coup, pour tout le monde, les voix, c'est un truc d'esprit ou il y a d'autres croyances ou... En ce qui me concerne, les médecins disaient qu'il y a un dérèglement au niveau des neurotransmetteurs et c'est des voix que vous fabriquez vous-même. J'ai pas voulu les contredire, mais j'ai pas la même. Mais vous ne pouvez pas les contredire. J'ai pas la même approche que sur mes voix, quoi. Donc pour moi, les voix que j'entends, c'est plus du côté spirituel que du côté chimique. D'accord. Voilà. Pour toi, c'est pas une création du cerveau. Je vais pas dire ça à mon psychiatre, mais je vais pas la vexer. Mais pour moi, c'est pas une création du cerveau, mes voix, quoi. Selon les groupes, on peut avoir tout type de croyances. Des gens vont penser que c'est des voix de Dieu, des anges, des morts, des extraterrestres, une maladie, de la télépathie, une puce, un complot. Enfin, voilà, il y a plein de croyances peu différentes. On n'est pas là pour dire oui, c'est ça ou non, c'est pas ça. Moi, je sais pas ce que les gens vivent réellement. Et qu'est-ce qui fait que tu crois en ça? Nous, notre rêve, c'est de dire mais pourquoi voilà, il y a des gens qui se retrouvent en psychiatrie, qui vivent mal avec ces voix, et comment on peut en parler différemment que sous un seul regard, que sous une seule croyance, en acceptant vraiment les croyances de chacun sur son expérience, sur ce qu'il vit. Est-ce que les médicaments vous feront plus attendre les voix? Est-ce que ça fait... Non. Parce que les psychiatres pensent que les médicaments arrêtent les voix, mais... Donner les médicaments, c'est comme une camisole chimique. C'est-à-dire qu'ils vous donnent des cachets, le problème est résolu. Non, le problème n'est pas résolu. Peut-être que ça espace dans le temps, ça espace le problème, mais le problème est toujours là. Et je l'aurai toujours à vie, mon problème. Pour guérir de ces voix qui sont la conséquence d'un choc, il faut parler et être écouté. Et les psychiatres n'écoutent pas. Ah lui ça va pas. Allez, on lui donne une pilule bleue, une pilule verte, une pilule rouge. Et voilà, on nous met des pilules et après on sait plus quoi choisir. Mais c'est vrai quoi. Les médicaments, c'est pas des Smarties. On arrive à prendre des médocs et des médocs et des médocs et des médocs et des médocs, à sortir de l'hôpital, où je pensais être libre, mais en fin de compte j'étais encore sous obligation de soins quand même, à re-rentrer, à ressortir, à re-rentrer, avoir des doses de plus en plus hallucinantes, à dépasser les autorisations de mise sur le marché, à multiplier les néoleptiques, les croisements, les machins, on a l'impression d'être un laboratoire de chimie, où on n'ose pas dire ce qu'on vit. On n'ose pas parler de nos voix, parce que si on en parle, automatiquement il y a quelque chose de plus qui se passe. Et on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, et on ne croit plus en rien. Moi, j'ai fait des tas de tentatives de suicide. Non pas parce que les voix m'ont donné l'injonction, parce que ça, je savais encore leur dire non, comme quoi je savais dire non de temps en temps à certaines choses de mes voix. Mais parce que la vie de merde qu'on me proposait, à l'époque, je faisais 240 kilos. J'avais la tête de travers, le filet de bave qui coule, et tous les tics, les correcteurs qu'on me donnait. Et quand j'étais dans cette phase-là, on me disait, vous êtes stabilisé, et en même temps, il me disait avec une sorte de doute derrière, voilà. C'est ça la vie qu'on me proposait, d'être stabilisé comme ça? Il y a un moment où on dit, mais on va se foutre en l'air. Moi, j'attendais une seule chose. Je dis, mais allez, donnez-moi mon diagnostic. Moi, je voulais un diagnostic. Je réclamais à mon psychiatre un diagnostic. Enfin, à mes psychiatres, parce que j'en ai eu plusieurs, un diagnostic. Parce que je me suis dit, le jour où on me donne le diagnostic, on va me donner le traitement qui va avec, et je reprends ma vie d'avant. Moi, c'était ça le but. C'était quelque chose d'essentiel pour moi. Et un beau jour, je l'ai eu, ce diagnostic. Et je m'en souviendrai toujours parce que quand on était au CMP, mon conjoint, Cédric, essayait d'être là au maximum dans les rendez-vous. Et ce jour-là, comme souvent, il était là. Et je demande, à la fin de l'entretien, comme à chaque fois, alors qu'est-ce que j'ai? Et là, le psychiatre ne s'est pas retourné vers moi. Il s'est retourné vers Cédric et il lui dit, voilà, Vincent, il est schizophrène. On a du mal à le stabiliser.
il devient de plus en plus agressif et il commence à dépeindre un tableau, mais noir, de moi, avec une projection dans l'avenir qui était horrible. Moi qui voulais avoir un diagnostic pour être sauvé, quand il m'a dit tout ça et qu'à la fin il a dit il est schizophrène, parce que c'est ça que j'ai retenu moi, schizophrène, avec tout ce message de fatalité, de trucs glauques, et je me suis dit je suis foutu. Et le lendemain en plus j'avais rendez-vous avec mon psychologue. Et là j'ai eu la réponse la plus horrible qui m'a achevé encore, c'est qu'il m'a dit ah bah si vous êtes schizophrène, moi je peux plus rien faire pour vous. Et il m'a gentiment invité de partir. Un diagnostic pour être sauvé, quand on entend en 2 jours de suite ça, on finit par croire qu'on est foutu. Et tout après nous confirme qu'on est foutu. Les gens normaux sont décidément bien cruels. Et c'est pourquoi Vincent a la conviction que c'est d'abord et avant tout en rencontrant d'autres entendeurs, en s'appuyant sur eux, sur leur expérience, qu'il a pu sortir du gouffre où l'avait précipité la médecine. Le psychanalyste que je suis ne saurait le démentir. Les sujets supposés savoir que sont les soignants ont en effet beaucoup à apprendre de ceux qui souffrent. Sur ces tourments, Polo Tonka a par exemple écrit un livre, salué aussi bien par la critique que par ses lecteurs. Dialogue avec moi-même. Et il est la preuve vivante qu'il y a chez les entendeurs un savoir irremplaçable, certes difficile à exprimer, mais dont personne, médecin comme non médecin, ne saurait se passer. J'ai cru comprendre, en tout cas, que ce que j'avais produit sur la maladie, le livre que j'ai écrit sur la maladie, avait vraiment éclairé tout un tas de psychiatres, de spécialistes, parce que finalement la difficulté pour faire parler un malade, c'est que ce sont des maladies qui touchent à la pensée et notre pensée est ce dont nous avons besoin pour savoir qui nous sommes et ce que nous vivons. Et donc quand la pensée est malade, c'est difficile de rendre compte de ce que l'on est, de ce que l'on vit de manière objective. Et par un concours de circonstances, je trouve que mes médecins m'ont toujours dit que j'avais une assez grande lucidité sur mon trouble. Et c'est pour ça que des personnes lucides, et il y en a d'autres, peut-être intéressant d'écouter ce qu'ils ont à dire sur le vécu de la maladie. Alors justement, comment expliqueriez-vous ce qu'il y a de plus insupportable dans l'entente des voix? On a vraiment l'impression que c'est un autre en soi qui parle. Et cette idée d'un autre en soi qui, en plus, est plutôt un ennemi, c'est quelque chose de... L'ennemi intérieur, c'est quelque chose... C'est ce qui est le plus dur, je trouve, dans ces maladies-là. Les voix, en fait, vous ne pouvez pas vous en prémunir. Quand vous êtes poursuivi par quelqu'un dehors, il vous reste toujours la possibilité d'appeler la police ou de vous réfugier chez vous. Mais là, c'est dans votre cerveau. Donc vous ne pouvez pas les chasser. Je me souviens très bien, une fois en sortant du métro, je voyais une femme arriver et j'ai su que j'allais avoir une voix et je ne pouvais pas l'empêcher. J'avais cette espèce d'élan en moi, une espèce de poussée verbale, je ne saurais pas comment le dire. C'était une personne avec un peu d'embonpoint et j'ai su à l'avance ce que la voix allait dire. Bon, c'était quelque chose du genre la grosse vache, quoi. Mais c'était ça l'idée, c'est que je savais ce que la voix allait dire. Et je ne pouvais pas l'empêcher de parler. Et ça a été une aiguille dans le cœur de voir que, en fait, parce que je ne savais pas si c'était moi, si c'était quelqu'un d'autre, si c'était moi, pourquoi je pensais toutes ces choses horribles sur les gens. Des personnes que je ne connaissais pas, qui ne m'avaient rien fait. C'était une source d'angoisse, c'était une source de questionnement intérieur, et aux questions que je me posais, je ne donnais pas forcément les bonnes réponses. Et voilà, heureusement on apprend. Il y a des moments, alors ça j'ai essayé de le décrire dans mon livre, mais c'est très très difficile, c'est cette notion de douleur abstraite. En fait, c'est une douleur de l'esprit qui est aussi vive qu'une torture physique.
C'est aussi dur, aussi violent que si on vous titillait le nerf. Sauf que c'est dans l'esprit. Donc c'est très difficile de... Ce serait comme essayer d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais eu mal aux dents ce que c'est que de se faire arracher une dent vivante, quoi. Alors on peut dire que c'est atrocement douloureux, mais on peut pas dire... on peut pas tellement préciser, quoi. Et j'ai vécu très souvent ce genre d'abîme de souffrance où là, je veux dire, si le reste du temps j'avais une sorte de romance avec la mort, la mort c'était celle qui m'accueillerait les bras quand vraiment j'en pourrais plus, là dans ces abîmes de souffrance, j'avais vaincu toutes mes barrières intérieures et c'était sûr que j'allais me suicider, quoi. On l'aura compris, beaucoup d'entendeurs songent au suicide et certains passent à l'acte. Grégoire en sait quelque chose, lui qui tenta un jour de se jeter sous les roues d'un camion. J'étais déterminé à y passer, mais c'est mon corps qui m'a extirpé de devant le camion. Les entendeurs sont bien plus dangereux pour eux-mêmes que pour les autres. Certes, il est arrivé que l'un d'entre eux, harcelé par ces voix, s'en prenne physiquement à un passant ou à un proche, mais cela reste exceptionnel. Alors qu'il était militaire, c'est en tout cas avec sa propre vie que Grégoire a voulu en finir. Jusqu'au moment où, fort heureusement, il rencontra Gilles. Ce n'était pas un bon samaritain, mais un artiste capable, comme l'Auvergnat de Brassens, de l'accueillir quand les croquants et les croquantes lui avaient fermé la porte au nez. Bienvenue. Cette grosse chaleur. Ouais, carrément. Plus qu'estival. Vous voyez comme c'est beau en ce moment? Il y a des visiteurs. Regarde là. Ma vie est un film de science-fiction. Durant les bouffées délirantes, j'ai eu plusieurs fois des voix, plusieurs fois des manifestations et tout ça. J'ai eu des apparitions, j'ai eu l'impression de voir des extraterrestres, j'ai eu l'impression de voir plein de trucs. Comme toujours, ça met du temps avant de fleurir. On avait une mission à faire qui était secret défense à l'époque, mais ça m'a mis une telle pression qu'arrivé un soir, j'ai commencé à regarder la télé et j'ai eu l'impression que la personne faisait les mêmes gestes que moi. Au moment où je faisais tomber un truc, il faisait tomber un truc. Et là, j'étais complètement perturbé. J'avais l'impression que la télé me parlait. J'ai commencé à avoir des idées comme si j'étais le centre du monde, que je devais parler au pape et tout ça. Et c'était complètement fou. J'ai ouvert les bras, j'ai dit je suis Dieu. Et d'un seul coup, il y a eu un rayon de soleil qui m'est tombé dessus. Et là, c'est là que ça a complètement débloqué. Je ne pouvais plus du tout. J'étais un but de ma personne à ce moment-là, j'étais un prophète, je me sentais prophète. Ces voix-là, quand elles sont présentes, elles nous facilitent tout. Donc c'est addictif. Et puis le sergent, quand je suis parti, il m'a dit texto, de toute façon t'as eu un pet au casque, tu feras rien de ta vie, t'es plus qu'une merde. Donc quand j'ai repris ma voiture, j'étais redétruit pour la suite. C'est dégradant de se dire fou. Pendant des années, on va dire, je suis schizophrène, mais c'est pas notre présent. Hein. C'est comme si on avait chopé la grippe et on disait je suis grippe. Je souffre de troubles apparentés à la schizophrénie, mais faut pas dire je suis schizophrène. C'est déjà se mettre dans un moule qui est dur à porter. C'est vraiment dit, c'était ça le bête. Alors, par opposition à ceux qui vous enfonçaient, qu'est-ce que Gilles a fait, lui? Il a été, pour moi, au tout début que je l'ai connu, quelqu'un qui m'a super aidé à relativiser ce que j'entendais, ce que je voyais, ce que je vivais. Mais il m'a jamais lâché. Voilà, il a toujours voulu venir me voir à l'hôpital. J'étais reconnaissant de ça. Tu recevais les choses sans les juger et sans me faire du mal, quoi. Comme beaucoup de personnes qui m'entouraient, quoi. Ouais. J'ai toujours été curieux de la différence et de la vie en général. Je voulais être dans l'accueil sans nourrir le délire de Grégoire, mais toujours favoriser l'échange, la communication. Ouais, c'est ça, en plus, tu rigoles, mais c'est le chat du chou chaillot. Ah, ça change des chachouettes. Ouais, c'est ça. Mais ceci dit, ça n'a pas toujours été facile. Ouais. Grégoire avait besoin d'être beaucoup rassuré. Et moi, je ne pouvais pas rassurer autant qu'il aurait eu besoin. Mais je prenais ça au sérieux quand même. Et d'autant que j'ai vite été en relation avec ses parents. Et qu'on m'a demandé de faire attention.
De ces années de souffrance, de sa longue et salvatrice amitié avec Gilles, Grégoire a tiré une conclusion. Il ne faut surtout pas laisser seuls ceux qui ont affaire aux voix, au risque que leur solitude les conduise, comme lui, au bord du gouffre. Salut. Ouais, pas de serrage de main comme d'hab. Et ce jour-là, dans le local de l'association qu'il a fondée au cœur de la Mayenne, Fanny, Hervé, Vincent et lui évoquaient une des principales raisons du rejet que subissent les entendeurs, souvent contraints de parler à haute voix avec leurs interlocuteurs invisibles, effrayant du coup leurs voisins ou ceux qu'ils croisent dans la rue. Moi, j'essaie d'avoir une position la plus sereine possible vis-à-vis des voix, comme si c'était des personnes finalement. Et du coup, je me dis que si ça venait d'une personne, qu'on me dit de me jeter d'un pont, par exemple, bah, je le ferais pas, quoi. Et plus je suis calme, et plus je suis serein, et plus les voix en fait sont sympas et guidantes entre guillemets, quoi. Pour ma part, moi, je donne rendez-vous à mes voix tous les soirs sur mon balcon. Ouais. Et je leur réponds assez. Ça dépend. Il y a des moments où ça va être calme. Et il y a des moments où ça va être assez vif en fumant des cigarettes. Mais mon inconvénient, c'est qu'on habite en appartement. Et puis les voisins, si je parle un peu trop fort, ça peut gêner, quoi. Moi, j'ai eu des voix qui étaient plutôt positives, des fois. J'avais le sentiment que la télé me parlait, par exemple. Mais c'était vachement intéressant parce que ça m'amenait quelque chose de l'ordre de la curiosité qui m'animait. Et là, c'était positif. Après, il y avait des choses négatives. Et là, en effet, ça peut, des fois, vis-à-vis de l'entourage, faire peur. Ça m'est arrivé d'avoir un besoin d'extérioriser. Mais c'est surtout une émotion très forte qu'on a et qui nécessite d'être dite à haute voix. Ouais. Et c'est là où, effectivement, on peut nous prendre pour des fous. Ça, je peux le comprendre, l'expression. Mais le vécu est tel que c'est une nécessité de s'exprimer. Il y a beaucoup de gens qui parlent à leurs animaux. Les animaux ne parlent pas. Pourquoi on leur parle ? Parce qu'ils ont des oreilles, parce qu'on les aime bien, parce qu'il y a une émotion, il y a une relation, il y a un rapport. On interagit avec son animal. Et donc, oui, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, peut-être plus avec l'âge, mais qui ont plus complexe de devoir se taire. Je pense que ça fait partie aussi d'une certaine spontanéité de l'esprit. Où quand on est vraiment spontané, comme des enfants, en fait, on arrive à s'exprimer à haute voix, certains parlent aux plantes, voilà. Donc on peut les prendre pour des barges, oui, effectivement, c'est atypique, mais c'est pas forcément dénué de sens. Voilà. Alors vous, finalement, vous pensez comme sensé ou insensé? Moi, je veux paraître quelqu'un d'inséré. Donc, je veux bien accepter qu'on dise que c'est une maladie. Mais au fond de moi, pour l'avoir expérimenté, pour avoir beaucoup travaillé sur moi, je pense que le mot maladie ne correspond pas exactement à ce qui se passe. J'accepte le mot maladie pour faire un pas vers la société et faire plaisir à tous mes médecins psychiatres pour dire « vous avez réussi, je suis normale ». J'aime bien ce paradoxe. Vous acceptez d'être malade pour qu'on vous trouve normal. Pour leur faire plaisir. Et eux, ils veulent voir ça comme une maladie. Moi, je suis gentille, hein. Je fais « ok, vous m'avez dit que je suis malade. Bon, je vous dis que non. Vous me soutenez que oui. Bon, écoutez, je vais vous donner raison. » Vous espérez quoi? Que le DSM, la Bible des psychiatres, change d'avis? La psychiatrie n'est pas une science exacte. L'homosexualité était une maladie avant 1981. En 1981, nouvelle version du DSM. Hop! Ah bah tiens, l'homosexualité n'est plus une maladie. Miracle! On a guéri pas mal de gens, là. Hein. C'est comme ça qu'on définit une maladie. Ça me paraît un peu light. Hein. Du coup, quel rôle doit jouer le psychiatre?
Son rôle, c'est d'essayer d'éliminer la souffrance. Voilà. Il faut aussi qu'il soit un peu humble et qu'il se contente de cette mission-là. Les voix, c'est pas grave, les voix. Entendre des voix, c'est pas grave. Mais si ces voix-là nous font souffrir le martyre, là, il y a quelque chose à faire. À la différence de Julie, vous êtes certain d'être malade. Ah oui, il n'y a aucun doute. Je le sais parce que, hormis toutes les pensées un peu étranges, ou même lorsque je me savais malade, j'ai pu parfois penser que j'avais moi-même un don, une capacité à interférer avec un monde invisible ou ce genre de choses. À côté de ça, il y a les douleurs de la maladie psychique qui peuvent être très violentes, qui sont des symptômes où on a l'impression que l'angoisse se matérialise dans la chair sous forme d'effets de pesanteur, de lourdeur, de chute vertigineuse. Et tout ça, c'est extrêmement douloureux. J'ai souvenir d'une des rares fois où pendant 2 jours j'ai pas pris mon traitement parce que je voulais voir à quoi ça servait. Mes pensées se sont mises à se désordonner. C'était une cacophonie permanente dans ma tête. C'était épouvantable. Donc 2 jours après, j'ai repris. J'ai plus jamais cherché à arrêter. Polo, Julie. L'un se pense malade, l'autre pas. Ne nous empressons pas de dire qui des deux a raison et prenons plutôt au sérieux ce que révèle l'entente des voix, à savoir que le langage vient de l'autre, qu'il est pour chacun de nous comme un corps étranger. Dès notre naissance, le langage nous a été imposé. Avant même que nous ne maîtrisions quoi que ce soit, l'autre n'a cessé de s'adresser à nous. Il nous a nommés, nous a dit ce qu'il fallait faire, comment nous devions à notre tour parler, et nous avons repris ces mots, ces phrases, comme si c'étaient les nôtres. Nous croyons bien sûr nous servir ensuite du langage comme d'un outil, mais en réalité, il ne cesse de nous échapper, à l'occasion de nous manipuler. Et c'est à ça que les entendeurs sont sensibles au quotidien. Maximilien. On l'a vu la semaine dernière avec Mathieu. On le trouvait vraiment pas bien, quoi. Il était, il semblait absolument envahi et on comprenait absolument rien non plus à ce qu'il disait. Ce dont les entendeurs souffrent ne les empêche donc nullement de vivre dans la cité. Et dans plusieurs villes de France, un dispositif, appelé « Un chez soi d'abord », le prouve. Mis en place justement pour permettre aux personnes cumulant les plus grandes difficultés d'accéder à un logement ordinaire et d'être accompagnées vers la réinsertion. Elle souhaite plutôt... Mais elle, ce qu'elle voulait surtout, c'est se projeter sur un appart, quoi. Et elle est OK pour le visiter aujourd'hui, l'appart? Ouais. Et à quelle heure? 10h30. Ah, excellent. À Marseille, Christophe est l'une des figures de cette avancée citoyenne. Julien, vu hier, on a mangé un petit morceau, on a allé acheter les chaussures, basket, il s'est pris un petit short, aussi l'OM, trop content. Après, il va beaucoup mieux. Il dit qu'il entend beaucoup moins de voix depuis qu'il a changé de traitement. Bon, après, on a mis un peu l'accent quand même sur le fait qu'il a changé de vie, qu'il a une hygiène de vie, voilà, qu'il n'y avait pas que ça qu'il faisait. Allez. Les gens qui entendent des voix peuvent vivre comme tout le monde, en fait. Tout dépend de comment ils gèrent ça. C'est possible que les entendeurs de voix vivent dans la cité, aient une place dans la cité, quoi. Malheureusement, c'est que notre société, elle aurait tendance à vouloir les enfermer dans les hôpitaux. Et la croyance populaire générale dirait que c'est leur place. Mais non, c'est la place de personne. L'hôpital, c'est fait pour soigner. Salut Aïcha. On peut? Ça va? Tu te déranges pas? Depuis un long moment, Aïcha entend la voix d'un homme qui se trouverait dans son propre corps, un homme qu'elle entend en permanence et qu'elle entendra donc pendant cette visite à domicile. Je me dis, c'est un homme qui existe et qui est bien quelque part, et bien dans un endroit. Et voilà. Et quand j'essaie de le situer, je veux dire, j'essaie de savoir qui il est. Surtout. Et pourquoi, quoi. Alors, il me répond pourquoi, parce que je me suis habituée. Alors, j'essaie de lui dire, prends un téléphone, viens à côté de moi,
Oui, mais alors là, il me dit, je ne l'entends pas de cette oreille. Ouais. C'est incroyable. Il y a un exemple que je donne souvent, c'est... en fait, faut imaginer que c'est comme si c'était un rêve éveillé. Et les gens, ça, ils arrivent du coup à le comprendre, à l'assimiler comme ça. Parce que des fois, on fait des rêves qui sont complètement fous, et pourtant, ça nous paraît complètement logique. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'il y a une espèce il y a comme un manque de discernement à un moment donné, comme dans un rêve, pareil. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est dur pour toi de vivre avec cette voix-là, quoi. Ah ouais, une fois, je vais vous montrer, c'est choquant. C'est hyper choquant. Mais une fois, je lui ai montré comment il faisait. Je lui ai dit, regarde comment tu fais. Regardez ce que ça a fait. Mais non. Ce trou, Aïcha, c'est à cause de lui. À cause de la personne qui est dans mon ventre. Pour lui montrer ce que ça te faisait? C'est pour lui montrer ce que ça me faisait. Il me faisait nanani, nanana, nanani. Je lui ai dit, voilà ce que tu me fais. Et ouais, là, c'est fort. Hein. C'est fort. Peut-être que ce trou, on va essayer de le reboucher petit à petit, quoi. Ça serait bien. La prochaine fois... Mais je ne veux plus entendre cet homme dans mon corps. Tout au long de cet entretien, je regardais Christophe. Et je dois dire qu'il m'épatait. Mais l'attention et l'écoute dont il faisait preuve ce jour-là avec Aïcha n'étaient pas dues au hasard. Pendant 7 ans, lui-même avait été entendeur de voix. Je me rappellerai toujours ce jour où on avait un repas de famille, et donc je suis arrivé chez mes parents, et je leur dis, bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous donner. On va commencer par la mauvaise, c'est que j'entends des voix. La bonne, c'est que j'en ai conscience. Et mes parents ont été complètement paniqués, quoi. On dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous fait, quoi? C'était pas une voix étrangère, c'était toujours la voix d'un interlocuteur que j'avais en face de moi. Et du coup, c'était pour moi encore plus complexe d'identifier que justement, c'était quelque chose d'étranger. Vraiment, ça s'insinuait dans la phrase. J'avais une petite hallucination où, en fin de phrase, ça s'est manifesté toujours comme ça, en fait. C'était des propos injurieux, généralement, menaçants, où j'allais me retrouver toute ma vie à l'hôpital psychiatrique, on allait me faire du mal, c'était beaucoup de choses comme ça, quoi. C'était très persécutant. Très, très, très persécutant, la majorité du temps. Et ça pouvait, des fois, être bienveillant. J'allais devenir le futur président de la République, chose assez grandiose, que j'allais travailler à la télé. Mais ça, c'était plus rare, quand même. C'était de plus en plus fort, c'était de plus en plus puissant, de plus en plus présent. Et je me suis dit... c'est pas possible. Il y a un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible que les gens soient aussi méchants. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a plein de personnes comme nous, hein, qui vivent ces choses-là, qui sont intenses. Ça, c'est généralement les gens, ils se disent, les gens entendent des voix, mais ils comprennent pas qu'il y a la charge émotionnelle qui va avec. Et que le contenu qui va avec. Réel. Entendre des voix, c'est pas juste un phénomène physique, acoustique. Il y a toute l'émotion qui va se mettre, qui va se mobiliser par rapport à ça. Et c'est épuisant. C'est épuisant. Vous finissez la journée, vous êtes claqué, quoi. Vivre avec ça, c'est pas facile, croyez-moi, je vous assure, c'est pas facile. C'est très dur. Mais je sais. Je sais que c'est dur. Les pères aidants. Pères, P-A-I-R-S. C'est ainsi qu'on appelle ceux qui, comme Christophe, ont connu les mêmes souffrances que ceux auxquels ils viennent en aide. Loin de faire l'unanimité, ils sont parfois regardés avec méfiance par les soignants professionnels. Et pourtant... Un soignant est plutôt sur une position de sachant. Alors que quand on est père, on est sur de l'horizontalité et on est sur de la compréhension.
intime. Il est incroyable de voir dans les groupes d'entendeurs de voix des gens qui arrivent en disant « mais je pensais être le seul à vivre ça ». C'est-à-dire que pendant des années, ils ont connu la psychiatrie, ils ont connu la santé mentale, où logiquement, si l'entente de voix c'est un des symptômes de la schizophrénie ou de n'importe quelle maladie, c'est quand même incroyable qu'on pense encore être les seuls à vivre ça. Et dans les groupes, c'est la première stupéfaction. C'est-à-dire comment ça, moi je suis pas seul, il y a d'autres gens qui vivent la même chose. Et du coup, c'est déjà une invitation entre nous à en parler. Mais c'est vraiment un regard de curiosité, d'échange, de partage. Échange, partage. Des mots évidemment simples, qui n'ont pas le même poids que ceux de la science, mais qui produisent néanmoins leur effet. En tout cas, des entendeurs comme Vincent, Julie, Polo et les autres, quand on les a rencontrés une fois, on ne les oublie pas. Et avant de quitter Marseille, nous avons été prendre un dernier verre avec Christophe et ses amis, là où presque chaque fin d'après-midi, ils se retrouvent. Infirmiers, éducateurs, sociologues, psychiatres ou psychologues, avocats aussi, et bien sûr entendeurs, ces pères aidants à l'expérience si précieuse. Pour moi, c'est une ressource importante parce que des choses que je ne peux pas vivre, je ne peux pas les comprendre. Et quand on part sur une VAD en binôme et quand on est face à ces symptômes qui sont là, qui sont présents dans la discussion, avec leur aide et leurs compétences et leur vécu et leur ressenti, et je m'appuie aussi beaucoup sur eux, souvent. Quand ces associations-là n'existent pas, en tout cas le travail qu'elles font sur le principe du domicile, mais aussi d'autres endroits dans la ville, on va dire dans la vie ordinaire, en fait, ce sont des personnes qui vont faire la rue, l'hôpital, la prison, les foyers. Et voilà, et ils tournent et ils se posent jamais et ils bénéficient jamais de ce type d'accompagnement qui est sur mesure. Du moment qu'on retrouve une certaine dignité dans sa vie, qu'on trouve des moyens d'aller mieux, et le logement en est un, c'est même essentiel, je pense qu'on peut plus aisément arriver à lutter contre ce phénomène. C'est chaud. Soit mardi, soit mercredi. Moi, les vêtements, ils sont plus violents que les coups. Moi, je nous définis comme une bonne bande de pirates, en fait. Voilà. C'est qu'à un moment donné, on va essayer d'aller à contre-courant des idées préconçues. On a beaucoup d'informations à donner, beaucoup de déstigmatisation à faire. Et ça, oui, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça rend heureux. En fait, ça rend heureux parce que on sent qu'on est acteur de quelque chose qui bouge. Et c'est excitant. C'est excitant. Heureux. Qu'un documentaire sur les entendeurs se termine par ce signifiant me convient. Car si une leçon et une seule devait être retenue de ce film, ce serait bien celle-ci. Les entendeurs de voix ne sont pas voués au malheur. Si ponctuellement un certain nombre d'entre eux n'arrivent plus à gérer leur souffrance, l'hospitalisation, comme pour tout un chacun, reste une possibilité. Mais sinon, bien d'autres solutions existent. Le phénomène dont les entendeurs sont le jouet ne les sort pas de l'épure humaine. Que chacun en soit donc convaincu, leur place est dans la cité, pas dans ses oubliettes.